Nous entrons en scène. Bonjour à tous, bienvenue dans ce live numéro 92. Déjà, 92 semaines de live en direct de SoCal Franchise à Los Angeles en compagnie d'Alex. Ça va Alex? Ça va et toi? Et Jérém? Jérém? Salut! Allez, viens Jérém. Et Jenny. Bon, j'espère que tout va bien de votre côté et que vous avez passé une bonne semaine et que c'est pas trop compliqué de votre côté, le déconfinement, tout ça, machin. Sujet abordé, sujet clos. Allez, on enchaîne. Aujourd'hui, on va vous présenter les voitures qui sont sur le départ, que vous avez vu, donc qui vont partir tout à l'heure à la compagnie. Donc, cette magnifique Charger RT de 68 et la Shaker que vous avez pu voir. D'ailleurs, à ce sujet, on espère que l'épisode vous a plu et que vous allez pouvoir le partager avec tous vos amis. Alors aujourd'hui, on a un petit objectif qu'on s'est fixé. Notre objectif, c'est d'essayer d'atteindre, on a réussi à avoir 450 personnes en live sur deux des trois derniers lives. On va essayer d'atteindre les 500 personnes. Voilà, reconnexion, c'est bon. Voilà, tu as enlevé le Wi-Fi? Voilà. Donc j'espère que c'est bon de votre côté, tout est OK? Très bien. Donc ce que je vais vous demander, s'il vous plaît, c'est sur ce post, sur ce live qu'on est en train de faire, vous cliquez sur partager et vous partagez sur votre mur. Comme ça, vos amis pourront voir le live en même temps que vous, chez eux, et on va peut-être réussir à atteindre notre objectif qui est de 500 personnes en live en même temps. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, les mecs? Je trouve que c'est un bel objectif. Complètement d'accord. Bah voilà. Parce que, encore une fois, c'est votre émission. C'est une émission qui n'a pas de coupure pub. C'est une émission sur laquelle vous pouvez donner votre avis et demander des choses à notre ami Alex pour la partie comment ça marche et Jérémy. Et Jérémy, nous introduisons aujourd'hui la petite minute historique de Jérémy. Donc Jérémy va nous parler à chaque fois d'une ou plusieurs voitures dans le shop et il vous donnera des petits éléments d'historique, que ce soit un point de vue course. S'il y a des nouvelles voitures, si on peut donner des infos sur les palmarès et sur le sport auto en France, enfin essentiellement sur si les autos ont roulé en France. Et puis voilà, essayer de. Ouais, voilà. Donc aujourd'hui, on va commencer par quoi? Mais il y a un monsieur qui nous a donné la petite idée, donc qui a demandé cette semaine par rapport à la Challenger si elle avait roulé en France. En course? Ouais, voilà, en course, okay. Quoi, en circuit, en rallye. Voilà, donc au sommaire, vous aurez ça. Donc on va avoir les voitures qui partent, les voitures qui viennent d'arriver, les voitures en cours, les voitures à vendre et le comment ça marche et la petite partie historique. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Hein? On attaque? On y va. Voilà, et n'oubliez pas de partager, comme ça on enchaîne. Allez, je vous laisse avancer de ce côté-là. Jenny, on va faire un petit adieu à la caisse d'Anthony et à la caisse d'Arthur. Donc là, pour l'instant, nous sommes à 200 personnes. Donc je sais que on a vu ça les semaines précédentes. Au bout de quelques minutes, on arrive assez rapidement à un petit peu plus. Donc on va essayer de se fixer ça comme objectif. Et bien entendu, si vous avez des questions ou des choses que vous voulez voir pour les semaines suivantes, il faut nous prévenir un petit peu à l'avance qu'on ait le temps de vous répondre. Voilà, donc la Charger. On remonte un petit peu sous le capot ce qui se passe, ce 440. Donc ça, c'est la Charger d'Anthony que vous pourrez voir secteur Bordeaux. Cette voiture-là, elle va écumer les... Elle va écumer? Elle va écumer comme les la... Cars & Coffee. Hein? Et comment ça s'ouvre? parce que c'est où le bouton? Ouais, je sais qu'en fait, plus. J'arrête tout. Ces voitures-là, cette voiture-là, je sais plus, c'est pas une elle manette? sera en exposition chez American Coffee Garage. Ah bah non mon ami, ça doit s'ouvrir de l'intérieur. Voyons. Et voyons. Voilà, et bah si tu veux, en attendant, on va montrer la
la shaker. Bah non, ça s'ouvre pas de Celle-ci, au l'intérieur. moins, je sais où ça s'ouvre. Non, c'est de l'extérieur. Je peux pas trouver la manette. Tu la vois ou pas? Elle doit être là sur le côté. Je crois qu'il y a une poignée en dessous. On n'a pas travaillé sur la voiture d'Anthony, parce que celle-ci, en fait, elle va partir rapidement. Donc là, pareil, celle-ci. Tiens, bah ça, il a réussi. Hop! On reviendra sur la chargeur après. Alex a ouvert le capot de la chargeur 68 avec son 440. Donc oui, 440 de chez Dodge, V8 hein, bien sûr. Ils n'ont pas fait de 440 6 cylindres. Ah. Non. Et puis voilà, hein, un petit peu équipé, des cams, une cam j'ai envie de dire, Ouais. des basculeurs, collecteurs, comme j'avais dit la dernière fois. Donc c'est beau petit montage, très sympathique, très agréable, très onctueux. Ah, c'est onctueux. Voilà. C'est smooth. Voilà. Donc je sais qu'au niveau des Comme un modifs, smoothie. une des premières modifs qu'Anthony va faire, c'est de changer ses jantes, repasser sur des jantes qui sont plus conformes au look d'origine, avec peut-être le look d'origine avec peut-être une taille au-dessus pour bien remplir les ailes. Là, on voit que là, il y a quand même un espace. Ouais, surtout à T des l'arrière. jantes, alors surtout à l'arrière. Le T des jantes n'est pas correct, donc là actuellement, les jantes rentrent un petit peu à l'intérieur, ce qui n'est pas du plus bel effet, surtout quand on la regarde de derrière. Mais je dirais que pour l'instant, c'est un détail. Heureusement, le reste est vraiment sympa, donc c'est une très belle caisse. Noir, intérieur noir, on ne peut pas vraiment se tromper. Beau modèle, beau moteur, ça fonctionne super bien. Donc voilà cette caisse-là que vous verrez secteur Bordeaux. Je vais remontrer un petit peu l'intérieur. Hop. C'est une belle sellerie aussi. Ça vous plaît ça, hein? Nous aussi ça nous plaît. Le volant est très beau aussi. Attention. Ensuite, je propose Alex qu'on fasse un petit retour sur la Challenger d'Arthur parce que en fait vous l'avez vu en essai dynamique dans notre épisode numéro 4 de la saison 3. En revanche, on ne s'est pas attardé sur la partie intérieure, etc. parce que on ne voulait pas faire un format trop long, on voulait vraiment faire un format qui soit facile à regarder, même plusieurs fois, et qui soit sympa. Et surtout, on a mis l'accent sur le paysage. Donc, Alex, si tu veux, ce que tu peux éventuellement faire, c'est montrer ce qu'on ne voit pas en fait quand tu fais les manips pour le launch control. On ne voit pas en fait ce que tu manipulais. Donc, peut-être ce serait cool de montrer ça. Tiens, viens Jenny, on va filmer l'écran là. Alors, est-ce qu'on a besoin qu'elle soit démarrée? Ok. Alors je pense. Hein. Non, mais c'est pas grave, on va la laisser démarrer. Ça vous fera un petit glou-glou du Silite 4 en même temps. Donc là, tu as vu, on peut chipoter les infos que tu affiches sur ton compteur. Donc là, on a mis la puissance, Ouais, la puissance du moteur. Donc quand tu accélères, elle affiche la puissance en temps réel. d'accord. C'est un gadget, mais c'est assez rigolo. Donc, et après, bah, dans les menus, là, donc, on a le Uconnect, comme on appelle ça chez Dodge. Et donc, il y a plusieurs infos sur cet écran. On a accès à plusieurs choses, la navigation, la climatisation et puis évidemment le truc performance. Donc, le truc performance, faut aller là. Super Track Pack. Donc, on appuie dessus. Attends, je baisse. Ok. Voilà, donc là, ça affiche le menu de la performance. Ok. Hein. Donc là, tu as le launch control, on est directement dessus. Donc là, tu peux régler donc, le régime de départ. Donc 3000, 2750, 2500, et suivant les conditions d'adhérence en fait. Donc au moins tu as d'adhérence, au moins il faut mettre de régime, parce que sinon tu patines, tu burns, Ok. et tu perds du temps. La voiture reste sur place pendant que tu patines. Donc c'est spectaculaire de voir la voiture partir avec les pneus qui patinent, mais c'est tout à fait antiproductif. Et si tu patines, c'est que tu perds du temps, donc tu n'es pas bon. Donc il ne faut pas patiner.
Donc au plus tu as de grip en termes de pneumatiques et de tarmac, au plus tu peux augmenter ton régime de départ et partir vraiment plus fort. Donc c'est vraiment intéressant de pouvoir le régler parce que ça permet d'ajuster en fonction de ton état de surface et du grip que tu as. Ok. Après là-dessus, tu peux régler les différents modules. Donc là, tu vas là-dedans et donc tu peux désactiver donc, les paddles sur le mode sport. Tu peux personnaliser ton mode sport. Donc quand tu appuies là sur le bouton mode sport, tu peux personnaliser ce que tu veux. Si tu veux la direction d'être confortable, normal ou sport. Donc là, on a tout mis en sport parce que le mode sport est fait pour être sport. On est d'accord. Effectivement. Sur d'autres, il y a plusieurs modes. Donc tu peux vraiment personnaliser chaque mode. Avoir un mode genre mild, avec un confort de suspension. Quand tu as les suspensions qui sont réglables, celle-là ne l'a pas. Mais genre par exemple la Charger SRT, il y avait plusieurs modes et tu pouvais vraiment aller personnaliser chaque mode. Là, tu peux personnaliser que le mode sport. Mais honnêtement, ça marche très bien, ça suffit. Tu es en mode normal pour rouler, tu as la direction qui est souple, tu as la boîte qui répond souplement, etc. Et quand tu veux t'énerver, tu appuies sur sport, il se met tout en mode sport, donc c'est bien. Mais ça reste quand même paramétrable. Puis voilà. Ok, donc c'est vachement intéressant. Et ici, qu'est-ce qu'on a comme info? Donc là, tu as seté ça. Donc en fait, en fonction de ce qu'on va... Voilà, là, ça affiche la puissance. Voilà, comment on sollicite. Donc là, bien entendu, le fait qu'on soit au point mort, ça... Et ça, tu vois, tu rentres là dans les pages performance et tu peux aller afficher ce que tu veux, quoi. Ah, là, yes. En plus de cette jauge-là, j'affiche la température d'huile. Tu vois, on a des petits manomètres supplémentaires. Voilà. Après, tu as la batterie, le voltage, la température d'air admis, la température de la boîte. Ça, c'est important de l'avoir aussi. Après, tu peux aussi afficher les forces latérales que subit la voiture, que ce soit en accélération, en décélération ou latérale, justement. Ok. Et puis là, le dernier, engine. Donc là, pareil, tu affiches la puissance, le couple. Voilà, ça, c'est assez rigolo. Et en plus, ça a la pression d'huile. Donc tout ça, c'est paramétrable, tu peux les personnaliser. C'est assez bien foutu. Franchement, la Dodge, ils ont vraiment mis l'accent sur la technologie. Ouais. Et c'est bien fini. C'est très intéressant. Après, tu as aussi des chronos. Donc tu peux taper des timers. Donc tu peux avoir ton temps, ton reaction time. Donc tu fais ton launch control, tu t'entraînes à faire des départs arrêtés en 400 mètres. Tu as ton 0 à 60. Donc ça, c'est le temps que tu as le reaction time. C'est le temps que tu mets à partir quand tu lances le chrono. Donc ça, c'est important. Enfin, tu peux vraiment analyser ta conduite en termes de départ et de drag et avoir toutes les datas et les enregistrer, etc. Donc c'est assez sympa. Donc bon, le problème en France, il n'y a pas vraiment de drag strip. Donc notre client ne pourra pas vraiment aller s'entraîner, mais bon, c'est rigolo de l'avoir. Sur une piste d'avion fermée, par exemple, Arthur? Pas sur route ouverte. Jamais. Attention. Très bien. Et ben voilà, et ben on va enchaîner. Alors on a de la visite? Non? Delivery, bon. Petite livraison, ok. Très bien. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, tout ça sont des choses en fait qu'on pourrait faire dans l'émission. On pourrait décrire toutes ces choses-là dans l'émission, mais ça ferait une émission qui serait beaucoup plus longue. Et là, l'objectif, c'est plus de donner un peu ce genre de détails dans les lives. Et puis, pour la partie émission, que vous ayez vraiment un truc rigolo à regarder qui soit sympa. Hein? Absolument. Voilà. Donc ça, c'était les départs de la semaine. Alors, vu qu'on va aller dans cet ordre-là, notre ami Jérém, il va nous parler un petit peu de la Challenger. Qu'est-ce que tu en penses, Jérém? Allez, viens, Jérém. Donc cette Challenger, donc comme on l'a dit la semaine dernière, c'est une Challenger 1970, donc c'est la première année de l'édition de la Challenger. Et donc cette voiture-là a été présente en France en course. Absolument pas. Et non? Et non. Donc, mais en fait, je croyais. Et donc, je me suis renseigné un petit peu. Et en fait, il n'y a eu que la Barracuda et l'Emikuda. La Challenger, elle n'a jamais été homologuée en fait en France. Simplement parce que Chrysler l'a jamais demandé. Donc en fait, il n'y a pas de fiche d'homologation à la Fédé, à la Fédération du Sport Auto. Ok. Donc cette voiture, elle n'a jamais roulé en France. Pas en circuit, pas en course de côte, nulle part, quoi. Donc voilà, ben, en fait, ça a commencé en 65 avec la Barracuda. Et après, c'est Henri Chemin qui était chez Ford, qui est connu un peu, essentiellement grâce à sa participation au Monte Carlo avec Johnny Hallyday et la Mustang. Ah ouais? Voilà, donc ils étaient tous les deux. Et après, Henri Chemin est venu au service compétition Chrysler.
était directeur du service course Simca Chrysler à partir de 1969. Et il a décidé de faire venir justement des grosses voitures un peu des États-Unis, comme il aimait le faire avec Ford en fait. Et donc il a fait venir des Barracuda. Il a commencé en 69 avec une 340S qu'il a homologuée en groupe 2. Et en fait, il a vite vu qu'en fait, il se faisait taper. Il y avait des voitures, tu vois, beaucoup plus performantes, comme c'est super lourd et tout. Donc en fait, il a fait revenir une 340 qu'il a fait homologuer qu'il a transformée en 383S et qu'il a fait homologuer en groupe 1. Et donc là, il s'est retrouvé, si tu veux, dans une catégorie d'origine, le groupe 1, et avec une voiture très performante. Ouais. Voilà, ils ont fait des résultats. Donc ils ont fait des super résultats, ouais. Il fait en 70, 71, 72, donc ils font les championnats de France en circuit. Il fait entre 5 et 6e à chaque fois au championnat de France. Et à chaque fois, il gagne sa catégorie. La catégorie groupe 1, donc si tu veux, il est un peu, on va dire, champion de France groupe 1, même si ça n'existait pas. Mais donc ça a fait un peu connaître les voitures. Toutes ces grosses voitures, ouais. Ouais, voilà, et c'est clair que tu mets ça à côté d'une Simca 1000, ouais, c'est pas le même gabarit. J'ai des photos, moi, parce que je suis passionné de la marque, donc j'ai dans ma collection personnelle des photos dans l'atelier du service course. Ouais. Et en fait, donc tu as les Emikuda à côté des petits Simca CG. Ouais. Et c'est vrai que ça fait des différences de proportions énormes. C'est clair. Voilà, c'était la minute. La petite minute historique. Et ben merci Jérémy. Merci Jérémy pour ces informations, somme toute, très intéressantes. D'accord, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à nous dire les choses que vous voulez savoir sur les autres types de voitures qu'on a ici. Et puis Jérémy se fera un plaisir de vous en toucher 2 mots. Exactement. Et puis nous, c'est bien parce que nous, on apprend des choses Exactement, aussi. On est avide de connaissances. Très bien. Bon, alors maintenant, on va présenter cette Shelby GT500, donc qui est une vraie Shelby GT500. Donc ce n'est pas une KR, c'est une Shelby GT500 avec son moteur 428, mais ce n'est pas le 428 Cobra Jet. Et celle-ci est un modèle avec boîte automatique. Voilà. Donc c'est une voiture en fait qui n'a pas sa couleur d'origine. Donc d'origine, c'est une voiture qui était lime green, donc un vert clair. Là aujourd'hui, elle est peinte à Capulco. Blue, donc code D. C'est une voiture qui demande un petit peu de travail, donc ça pourrait être une base idéale pour la restaurer à l'origine. À l'origine, ouais. Ou en faire une vraie, du coup. Une vraie fausse. Une vraie reproduction d'Eleanor, ouais. Mais sur base 68. Shelby de 68. Voilà. Sachant que c'est très rare de voir des Eleanor sur vraie base Shelby. Très rare. Donc le fait que cette voiture-là soit une vraie Shelby et que de toute façon il faille travailler dessus, ça permet d'en faire un truc vraiment sympa. Donc ça c'est quelque chose en fait qu'on va pouvoir étudier avec vous en fonction de ce que vous voulez. Tu peux montrer Jenny l'avant. Alors Alex, par rapport à la KR, qu'est-ce que tu notes comme différence Esthétiquement c'est la même. C'est la même. C'est exactement la même voiture. La seule différence c'est la motorisation. Et donc le Cobra Jet par rapport au 428 classique, c'est les conduites culasse et la pile d'admission sont différentes. Légèrement différents. Il y a des différences quoi. Il y a des niveaux moteur, mais c'est tout quoi. Après le reste c'est une appellation plus commerciale on va dire. Ouais. Je crois qu'ils avaient commencé à vendre la GT500 normale et en milieu d'année ils ont changé, ils l'ont passé en KR. Mais le body est le même. D'accord. Voilà. Donc là pour l'instant c'est une voiture dans son jus. Voilà, qui est dans son jus. Donc elle a. Donc là, son numéro de série spécifique Shelby. Donc c'est pas un numéro de série. Donc là ici, quand on a un numéro de série qui s'arrête comme ça, c'est le numéro de série qu'on a habituellement sur les Mustangs classiques. Et là ici, on a toute une série de numéros qui sont spécifiques à Shelby. Voilà. Donc voilà. Donc, ils sortaient des Mustang Fastback de la chaîne et elles partaient chez Shelby et elles étaient habillées avec tous les appendices aérodynamiques en fibre de glace. Ouais, en fiberglass. Voilà, en fibre de glace, dont le museau, le capot, la malle avec le becquet et le masque arrière. Tout ça, c'est en fibre de glace, les petites écopes aussi. Le roll cage, plein de petits accessoires. La console qui est vraiment spécifique au Shelby GT500 et KR. Avec les petits manos supplémentaires, les petits détails intérieurs. Non, vraiment, c'était vraiment cool. Belle caisse.
beau projet. Alors maintenant, on va vous montrer la L'ancêtre. dernière arrivée. Donc là, C'est l'ancêtre. Donc là, on a présenté les échappements latéraux par terre, parce que pour l'instant, elle n'en est pas équipée. Donc ça, c'est bien entendu un des prochains trucs qu'il va falloir faire, parce que une Cobra sans échappements latéraux, c'est pas une vraie Cobra. Donc voilà, donc ça c'est une réplique en fait. Donc ça, on en a parlé la semaine dernière. Alors bien entendu, donc j'ai déjà eu des questions. Est-ce que c'est une vraie? Non, une vraie, ça coûte très cher, les amis. Donc ici, vous avez une voiture qui va rester pour l'instant qui appartient en fait au garage, qui nous appartient. Et cette voiture-là, elle va nous servir à aller sur les Cars & Coffee, parce qu'on a prévu, dès que la saison des Cars & Coffee recommence, de vous emmener au moins 2 fois par mois, voir des Cars & Coffee, etc. Et on voulait y aller avec quelque chose qui nous représente, qui est sympa. Et donc cette voiture-là, plus tard, sera proposée à la location pour les gens qui viennent ici. On a prévu d'avoir une petite flotte de véhicules qui seront dispo à la location. C'est des choses qu'on nous avait demandé il y a longtemps et que jusqu'ici on n'avait pas pu mettre en place. Donc là, avec le Covid, on est en train de réfléchir à des petites choses. Dès que le tourisme va repartir, eh bien, nous allons avoir une petite flotte de véhicules. Alors, je pense que les véhicules vont évoluer. On verra un petit peu les voitures qui vont... Elles changeront, ça va tourner. Ça va tourner. Mais donc celle-ci, pour l'instant, on ne peut pas l'envoyer en France. Elle est encore un petit peu trop jeune. Mais l'avantage, trop jeune, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. C'est que cette voiture-là, c'est une voiture qui a été construite en 91. Ce qui signifie que l'année prochaine, elle sera éligible pour l'export. Voilà. Donc pour l'instant, pas encore. Elle sera éligible l'année prochaine. Donc voilà. Donc là, cette voiture-là, Alex, on va montrer sous le capot ce qui se passe. Donc celle-ci, c'est un moteur 2,89. On a toute la documentation. Et ce qui est bien, c'est que donc on peut prouver que la voiture a été construite en 91, mais avec un moteur de Cougar 68. Le serpent a un cœur de Cougar. Ça, c'est vraiment... Et la boîte aussi. C'est limite du document animalier, ton histoire, là, mon ami. Donc ouais, c'est le small block 289, le même qu'il y a dans les Mustang et Cougar, évidemment, et la boîte automatique C4. Que vous connaissez bien ? Voilà, un petit peu, hein, on a eu l'occasion d'en faire quelques-unes. Et puis voilà, c'est une mécanique très robuste, peu gourmande, agréable à conduire, super souple. Donc vraiment, c'est une voiture agréable à se balader. Bon, en même temps, comme on l'a remarqué, ce genre de voiture, hein, à l'époque, quand ils faisaient Le Mans, etc., à bord, big coronesse, hein, parce que là, tu fais un béret sans... Voilà, celle-ci n'est pas équipée en plus de... Oui, mais même, hein, avec ou sans... Bon, déjà, faire un béret, c'est pas rigolo, mais là, dans une Cobra, je sais pas. Hein. Là, l'objectif, ça va être de se promener dans le secteur, en Californie. Donc, vous voyez, elle a sa petite patine, hein, la peinture n'est pas toute fraîche, mais c'est une caisse qui est vraiment, sympa, quoi. Ah oui, ça, c'est le petit détail. Alors, pourquoi, à quel moment... Ça, représente à tous nos copains, nos amis portugais. Donc, on a eu la voiture et on a découvert que la personne, on n'avait pas remarqué, on l'a vu bien après, donc on n'a pas pu en parler, mais on s'est aperçu que notre vendeur avait un porte-clés représentant le Portugal. Donc, gros big up à nos amis portugais. Oui, on vous salue. Qui sont des très grands fans de voitures. Exactement. Voilà. Donc, voilà cette petite caisse. Donc, vous... Oh non, bordel, là, c'est pas possible, là, carré. Voilà, donc cette petite caisse, que vous verrez dans le shop et que j'espère que vous verrez le plus rapidement possible avec des échappements latéraux. Je sais que quand on a été la chercher hier à Vegas, on vous a fait une petite vidéo avec le strip complètement vide, on n'avait jamais vu ça, c'est spectaculaire. Nos potes qui habitent à Vegas nous en avaient parlé, mais il faut le voir. C'est du jamais vu. C'est incroyable. En 20 ans, on n'a jamais vu ça. Le strip vide. Mais quand on dit vide, c'est pas beaucoup de monde. C'est genre personne. Pas un kidam qui marche dans les rues, alors que d'habitude c'est plein. Le boulevard, le Las Vegas Boulevard, pas une voiture. On pouvait se balader au milieu du boulevard comme ça. Incroyable. Du jamais vu, on serait cru dans un film
avec Will Smith, seul au monde, là, incroyable. C'est dérangeant, c'est déroutant. Et puis tu sais, il y a quand même les écrans, tous les écrans géants qui sont allumés, mais rien, que dalle. Pas un kidam. On n'a même pas pu profiter, rien du tout. Voilà. Bah. Un petit poker. Même pas moyen de faire un petit poker. Pour jouer la carte grise de la voiture fraîchement achetée. Bon, après, je te propose qu'on fasse un petit point sur les projets de la semaine. Eh bien, allons-y. Donc, hein? Oui, bah de non. la semaine en cours. Et des semaines qui suivent. Voilà, exactement. C'est des projets au long cours. Donc, cette petite Mustang Fastback Code S. De Bertrand. Voilà, Bertrand. Donc, niveau moteur, on l'avait montré la semaine dernière, ça a bien avancé. Là, il reste 2-3 petits trucs à bricoler, mais c'est globalement fini. Maintenant, on attaque le gros du chantier, c'est-à-dire la suspension. Donc là, on a déjà installé les triangles inférieurs, on a changé les bushings de tirant, et là, on s'apprêtait à changer les triangles supérieurs. Et on va lui mettre également les perches de ressort neuves, amortisseurs. Donc la suspension avant sera globalement complètement neuve. La barre stable venait juste d'être changée par une de gros diamètre, donc ça on n'a pas du tout à y toucher. Okay. Et puis on va peaufiner un petit peu la direction assistée. La valve est neuve mais fuit. Hein, pour tous ceux qui ont des Mustangs qui connaissent cette petite tache rouge au niveau de la direction dans leur garage, bah voilà, là elle fuit quand même assez beau, c'est assez conséquent, donc on va la changer encore. Et puis voilà, ça va avancer gentiment. Les freins Willwood pour l'avant sont là, donc ils vont être montés dans la foulée. Et puis, attend le kit arrière. On attend le kit arrière, c'est commandé, ça va arriver, un petit peu plus de délai. Donc voilà, et celle-ci sur les 67, il n'y a pas à percer les fusées, ça monte globalement en bolt-on. C'est pas comme sur une 68. Pas comme sur un 68. C'est pas les mêmes fusées, donc ça, les freins devraient être plus simples. Et en plus, le flexible de frein, lui, n'a pas le bracket intégré, donc le bracket est sur la caisse, donc on met le flexible en lieu et place. Donc moins de petites fabrications. Sur une 67, c'est plus simple. On apprend au fur et à mesure avec notre kit Willwood, voilà, avec nos histoires de Willwood. La semaine dernière. Donc en parlant de kit Willwood, bah là tout est fini, purgé, monté, réglé. Là, elle est prête à être remise sur ses roues. Donc là, on attend le slot pour l'emmener en carrosserie. Le moteur, pareil, on va la descendre. Jérém, tu la descends parce qu'on n'avait pas montré un peu le moteur. Donc toute la suspension, échappement, on a fait tout l'échappement pareil, Magnaflow. Ça du coup, on va la remonter pour montrer l'échappement et on montrera le moteur après. Donc on a fait l'échappement Magnaflow, on voulait qu'elle soit prête mécaniquement avant de partir en carrosserie, comme ça quand elle revenait de carrosserie, on avait juste à faire l'accastillage, le remontage intérieur et tout le gros œuvre de mécanique était fait. Donc chose qui est proche de la réalité. Donc on a mis un gros coup de collier là sur celle-ci, les capes de frein à main sont installés, enfin, tout le freinage est fini. Échappement, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Jérém? Tu vois quelque chose d'autre à rajouter? Le dessous est fini, ouais. Voilà. Tiens, viens ici, Jen. Donc là, la ligne Magnaflow. Donc la ligne Magnaflow, c'est un peu... j'ai décidé d'innover parce qu'on en a vu passer une avec des Magnaflow et je trouvais le son super agréable, super feutré. La Flowmaster, elle est brutale, elle est virile. La Magnaflow, elle sonne super fort, mais elle a un son plus feutré. Et je trouve que elle est de bonne facture, tu vois, ça brille, les mufflers sont en inox poly, donc super sympa. Et on a dû commander des collecteurs, donc notre client voulait des collecteurs traités céramique, donc c'était la meilleure option. Seul bémol, cette voiture-là, elle est un peu spécifique parce que c'est un 351 Windsor au lieu du 302. Et le 351 Windsor, il est plus gros que le 302, il est plus large, le bloc est un peu plus large, il y a 2,5 pouces de différence. Et ces 2,5 pouces de différence, ça change tout. Parce qu'après, pour loger les collecteurs dans la caisse, c'est assez sportif. Donc on a dû commander plusieurs sets de collecteurs pour trouver. Et en plus, histoire de pimenter un peu le truc, c'était pas assez dur. On a décidé d'installer une boîtier Borgeson. Et le boîtier Borgeson est vraiment plus gros que celui d'origine. Donc il a fallu trouver un collecteur qui monte avec le moteur plus gros et un boîtier de direction plus gros. Chose que j'ai... accompli avec brio et surtout avec beaucoup de chance. Donc parce que les fournisseurs, tu leur demandes j'ai ça, qu'est-ce qui monte? On ne sait pas, prenez des cotes, commandez, débrouillez-vous. Donc super génial. Donc j'ai commandé 2-3 sets de collecteurs et puis sur les 3, il y en avait un qui allait bien. Et sur les autres qu'on utilisera pour d'autres véhicules qui eux ont des small blocks standards 302 plus petits.
on pourra les monter, les utiliser. Donc pour le 351 Windsor avec Borgeson, je connais la référence. Si vous êtes dans la panade avec votre collecteur, passez-moi un petit message et je vous donnerai ça avec plaisir. Très bien. Alors maintenant, on va descendre. Comme ça, on va pouvoir montrer et imager ce que tu viens de décrire, mais du haut. Voilà. En plus, ils ont un design incroyable avec les tubes. Ah, question ? Question de Franck. Donc, quel collecteur? Ah, mais ça, c'est des collecteurs, c'est des Hedman. J'ai pas la référence en tête. La marque, c'est Hedman. C'est super bien foutu. Et franchement, bon, faut lever le moteur pour les monter. Faut jouer avec les supports moteurs pour que ça rentre. Hein. Mais ça rentre au puis vous avez aussi vous avez modifié un petit peu. Dû à la Borgeson, le bras de renvoi touchait quand tu braquais à fond dans un sens. Ouais. Et on a dû modifier un des tubes, le couder un peu, le plier un peu pour que quand tu braques, ça touche pas. Mais c'était vraiment mineur, hein, vraiment easy quoi. Tiens, viens voir Jen. Et donc j'adore le design avec ce tube pour pouvoir passer ce boîtier de direction. Donc là, tu peux venir faire un close-up ici. Donc tu vois, le boîtier de direction est là. Et donc pour pouvoir échapper ce boîtier, on a un coude qui monte vraiment vers le haut. Et j'aime beaucoup ce design. C'est vraiment sympa. Et c'est vraiment tout compact. C'est au chausse-pied là-dedans. Hein. Et ça touche pas. Hein. Il y a presque 1 cm, même pas 8 mm entre le boîtier et le collecteur. Même en bougeant, de toute façon, on a des supports en polyuréthane. Donc le moteur ne devrait pas bouger plus que ça. Et donc voilà, au niveau moteur, bah, c'est beau, ça brille. C'est bibiche avec le super boulot que Jérém a fait sur la peinture de la baie. Moi j'aime bien. Et bon, bah, évidemment, ça prend du temps. Vraiment, vraiment du temps. On a câblé tout le faisceau électrique, on a câblé l'allumage, les courroies sont en place. Donc là, on peut voir, on a mis son petit boîtier qui était présent sur la voiture d'origine, enfin quand on l'a eu, le petit boîtier d'allumage qui va avec l'allumage MSD. Donc on l'a remis à sa place, on a refait un peu le faisceau, câblage, propre nickel. Et puis voilà, donc ça devrait démarrer, je pense, la semaine prochaine, on devrait l'entendre tourner. On attend encore 2-3 petites bricoles et puis on devrait pouvoir la démarrer. Et puis bah, après, ça sera autour de la peinture. Hein. Ça sera au carrossier de jouer. Et puis voilà, mais bon, je suis vraiment satisfait du résultat. Ça présente bien, c'est joli. C'est pas trop modifié, c'est juste ce qu'il faut, quoi. C'est vraiment cool. Et j'aime bien quand les clients disent bon, j'ai ça comme idée, mais vas-y, ils laissent faire les artistes. J'aime bien ça. Ouais, là c'est vraiment beau. Je vais mettre des petites gaines thermiques là sur les fils de bougie, parce que tu vois, ils sont pas très loin, voire ils touchent. Donc je veux pas que ça brûle avec la haute température. Donc on va mettre des petites gaines thermiques autour des fils de bougie. Comme ça, ça ne brûlera pas. Bravo Jérémy, good job. Tu es le meilleur. Impeccable. Ensuite, bah voilà, en même temps, bon. On peut présenter la California spéciale rouge qu'on a reçue. Donc vous aviez vu la bleue. Et maintenant, vous allez voir la rouge. Et bientôt la jaune. Non, c'est une blague. Question. Ah, question. Oui. Je vais trop vite. C'est quoi la pipe brillante? C'est quoi la quoi? À droite du couvre-culasse. La pipe brillante à droite du couvre-culasse. Ça c'est la pipe d'eau. C'est le boîtier de thermostat. C'est ce qui enferme le thermostat. Ok. Et voilà. Tout simplement. Donc là, tout est neuf, on n'a pas lésiné, hein, alternateur, pompe à eau, carter de distribution, pompe, on a tout changé. Ça, il repart avec un truc vraiment nickel. Module régulateur de tension, pareil, je lui ai trouvé un petit chromé pour égayer un peu la baie. Et puis voilà, comme ça, il repart vraiment avec un truc. Ah ouais, ça c'est un très beau projet, on est vraiment content parce que ça, plus ça avance, plus ça prend forme et plus on a le sentiment d'approcher du but. Et quand elle va revenir de carrosserie, là, il y aura vraiment un gros step. Parce qu'au final, toutes ces étapes-là qui sont très longues, le fait qu'elles soient encore désossées comme ça sur le pont, on n'a pas l'impression que ça avance. Alors qu'en réalité, il y a une grosse partie du boulot qui a été faite. Bah là, oui, c'est vraiment du gros taf. Quand elle sera sur ces belles nouvelles roues Torque Trust, avec sa couleur verte, etc., là, notre ami Eric, il va commencer à sentir un petit peu son projet qui touche à son but. Voilà. Donc on va vous montrer cette California spéciale.
Donc pour l'instant, on l'a laissé en l'air, comme ça on va pouvoir montrer un petit peu comment on fait d'habitude, le genre de voiture intéressante avec des sous-bassements qui sont là en l'occurrence, là la voiture est vraiment dans son jus encore une fois, avec des éléments d'origine. Elle est entièrement... Donc, il y a un gros boulot à faire pour en faire une voiture qui passe au CT, etc. Mais l'avantage encore une fois, c'est qu'on part de quelque chose qui est très sain et donc on sait dans quoi on met ses sous. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Petit aparté, Oui. on aimerait voir une Eleanor. Donc j'en parle parce que je crois que je te courant. Mais bien sûr. Commandez-en une et on vous la montrera. En fait, on a la possibilité de faire une Eleanor sur une base fastback comme on a assez fréquemment ou sur la base de Shelby GT500. Et en parallèle, on continue à chercher des Eleanor. Et donc, dès qu'on en a une qui arrive au shop, bien entendu, vous le saurez puisque ça sera un événement un petit peu. Faut savoir un truc quand même sur les Eleanor, c'est que il y en a, elles sont très différentes les unes des autres et il y en a qui ont été faites un petit peu à l'arrache sur des bases qui n'étaient pas très fraîches. Et donc, c'est pareil, nous on en a déjà expertisé quelques-unes qu'on finalement on n'a pas achetées pour notre client. Donc on n'en a pas encore eu ici. Mais en tout cas, celle que vous verrez ici, ce sera une base qui sera vraiment, vraiment intéressante. Donc, on est dessus. Voilà. Pour l'instant, on ne peut pas trop vous en dire plus, mais dès qu'on en a une belle, bien entendu, on la présente. Avis aux amateurs. Hein. Avis aux amateurs. Voilà, oui, de toute façon, j'ai envie de dire. Hein, c'est comme hier, les mopas. on était à Vegas. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu une voiture, donc une fastback, qui avait été présentée au SEMA Show. Donc, on nous l'avait présentée comme une voiture de concours, etc. Et là... C'est le drame. Une catastrophe ambulante, un désastre abominable, une peinture. Alors, SEMA Show, ça dépend parce que ça veut tout et rien dire. Tu dis, ma voiture a été en display au SEMA Show. Oui, elle peut être en display sur un stand prestigieux dans le grand hall central. Et tu as une vraie voiture de concours. Mais après, tu as les stands plus modestes, on va dire, où ils ont mettre les voitures entre 4 petits trucs d'Algeco. Et là, on voit un peu de tout. Et ça se trouve, il était sur un stand de produits d'entretien ou un truc qui n'a rien à voir avec le travail qui a été fait sur la voiture, juste comme ça. Donc oui, SEMA Show, ça veut tout et rien dire en fait. Une voiture peut être au SEMA Show et peut très bien être une horreur. Et d'ailleurs, il y a une page, je rebondis là-dessus, il y a une page sur Facebook qui s'appelle SEMA Fair. Et c'est tous les désastres qui ont été exposés au SEMA Show. Donc, ils mettent le point sur toutes les voitures qui sont exposées là-bas, où il y a des détails de finition abominables, des erreurs limite dangereuses, des builds, des trucs vraiment du bricolage, et des voitures qui sont au SEMA Show. Donc, quand on dit une voiture qui va au SEMA, ça veut tout et rien dire. Ça peut être très bien, comme ça peut aussi être un désastre. Et là, c'était vraiment le désastre. Un truc abominable, ils avaient coupé le longeron. Alors ceux qui connaissent la carrosserie et qui ont fait un peu d'études sur le structurel et sur la résistance des matériaux, un longeron tu peux pas le couper ici, juste à l'avant de la voiture. Là par exemple, c'est exactement ce qu'ils avaient fait, le couper ici et le souder bout à bout. Ils avaient soudé le truc bout à bout. Donc non, ça fonctionne pas. Le longeron, sa structure, elle doit aller de l'avant de la voiture jusqu'ici. Et c'est l'effort avec le poids de la mécanique, toute la contrainte se fait là. Et c'est pour ça que sur certaines, on a la torque box pour justement rigidifier cette partie du châssis. Donc quand tu coupes devant la torque box et que tu soudes bord à bord, non, pas bien. Ah, ça tient, la voiture elle roule, mais tu prends un choc ou un autre accident, voilà, tout le museau de la voiture va se plier parce que tu n'as plus la même résistance que ce que le constructeur avait prévu à l'époque. Et c'est pas comme ça que ça doit être fait. Donc ce genre de bricolage, quand on voit ça, on fait « Salut les amis !» on s'en va. Et puis j'en passe, et des belles et des vertes et des pas mûres. Aile arrière changée, overlap, vis, machin, enfin bon, un désastre. Rivet pop. Oui, rivet pop, vis auto-foreuse. Hein. Lui, il les appelle les vis auto-foireuses. Ouais, non, une catastrophe. Toute la structure interne de la voiture, ce qui tient les passages de roues et la plage arrière. Ceux qui connaissent un peu les Mustangs, on a 2 grosses traverses qui lient les passages de roues arrière à la plage arrière. Là, il n'y en avait plus. Je dis, ils sont où? Ah, ils sont rouillés. Je lui dis, il y a de la rouille. Oui, c'est pas grave. Elle était au SEMA Show. Oui, c'est bien. Elle va y retourner au SEMA Show. Mais pas chez les Frenchies. Question? Non, mais il y a Franz qui nous dit que pour une Eleanor, il faut aller voir Footloose. Ah, Footloose. Footloose. Ouais, le fameux Footloose, ouais. Il a le pied lâche. Ouais. Donc ça, voilà. Donc pour la petite anecdote, Jenny, ici présente, avait je lui avais parlé de Cheap Foods et donc elle pensait qu'il s'appelait Footloose.
Et donc quand on l'a vu à Rétromobile, on a déjeuné ou dîné avec lui. Et donc je lui ai raconté cette petite anecdote. Et il a fait une petite vidéo spéciale pour Jenny en disant « Salut Jenny, salut c'est Kevin Bacon ». Voilà, et donc il a pris vraiment à la rigolade et c'était rigolo. Et c'est un mec qui est vraiment cool. Et effectivement, on avait parlé avec lui de la possibilité de faire une version d'Eleanor, mais un petit peu modernisée. Lui, il a vraiment envie de dessiner une Eleanor modernisée. Et donc, c'est un projet qui est dans les bacs, mais bien entendu, ça va être des très gros budgets. Donc, il va falloir trouver le client qui veut faire ça. Mais en tout cas, c'est possible. Il n'est pas très loin de chez nous. Et c'était une idée qui lui plaisait. Donc, nous, on ferait toute la partie c'est pas ça la vraie histoire. mécanique. La vraie histoire, c'est quand il a dessiné la Eleanor pour le film, la prod disait on veut que ça soit comme ça. Et lui, quand il l'a faite, ça lui plaisait pas déjà. À la base, elle lui plaisait pas la voiture. Il dit moi, je ferai pas comme ça, je ferai comme ci et ça et ça. Et la prod a été assez rigide sur la façon dont ils avaient vu la voiture. Donc, il l'a faite comme eux voulaient. Et il m'a dit, il nous a dit, moi j'aimerais la faire comme moi je l'aurais dessinée et je l'aurais faite vraiment pour le film. Donc c'est un peu un projet qu'il aimerait bien entreprendre. Donc, avis aux amateurs. Avis aux amateurs. On a la base, on a Chipfou sous la main, il faut y aller maintenant. Et ce sera une voiture unique, signée de main de maître. Donc c'est mieux voilà, c'est une toile, c'est comme une toile de maître, mais sauf que ça roule. Voilà. Pourquoi pas? Voilà. Ok, très bien. Alors Alex, aujourd'hui, maintenant, tu vas nous parler Oui, bon, on va faire un petit truc rigolo. On va descendre ça déjà. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer un on va vous truc. montrer comment est-ce qu'on baisse On descend un pont. une voiture sur un pont. Donc bien mettre la manette de tirer la manette. et de vider la pression en appuyant sur la petite valve. Et alors, comment ça marche ce moteur? C'est juste un moteur hydraulique, une pompe hydraulique comme on a sur les Fenwick, sur les pelleteuses, les lowriders, voilà. C'est le même truc, tu as un moteur qui entraîne une pompe, qui fait monter la pression dans une durite dans un vérin, et qui tire des câbles et qui fait monter la voiture. Et quand tu veux faire descendre, tu relâches la pression, et le vérin, sous le poids de la voiture et des bras, descend. Voilà. Est-ce que c'est clair? Voilà, très bien. Eh bien, rendez-vous à la semaine prochaine. Merci d'avoir passé du temps avec nous. Non, c'est un peu tôt là, quand même. C'est un peu tôt. Donc là, aujourd'hui, les amis, je vais vous montrer un truc qui est très simple. C'est le B.A.B.A. C'est l'étape numéro 1 de la mise au point d'un V8 et autres voitures. Ça marche aussi sur les 4 cylindres, 6 cylindres, V12, tout ce que tu veux. C'est le calage de l'avance à l'allumage. Donc le calage de l'avance à l'allumage, donc je parle du réglage du point d'avance. Donc comment ça marche? Pour que le moteur à combustion fonctionne bien, on a besoin que l'étincelle se fasse avant que le point morot arrive en haut. Si l'étincelle se fait quand on perd du rendement, on consomme plus, la voiture ne marche pas, manque de puissance, on a plein de trucs funky. Donc ce qu'on a besoin de faire, c'est que notre étincelle se produise avant que le piston soit complètement en haut. C'est ce qu'on appelle l'avance à l'allumage. Donc pour le régler, il faut tourner le distributeur. Donc on voit plein de trucs passer, réglage à l'oreille, etc. Moi, alors ça marche. Si j'ai rien sous la main, j'arrive à peu près à la faire marcher à l'oreille. Les anciens, j'ai déjà vu ça, qui arrivent à les régler parfaitement à l'oreille. Donc je pense, je m'approche de la vérité, mais bon, je suis quand même quelqu'un d'assez scientifique et j'ai besoin d'outils de précision pour être sûr de mon coup. Et là, moi, j'utilise une lampe strombo à déphasage. Donc, il y a deux types de lampes strombo. Tu as la lampe stroboscopique classique. Donc, je vais vous montrer après, je vais la démarrer, je vais vous montrer comment ça marche. Donc, la lampe strombo, elle a un capteur d'induction qui capte les étincelles qui passent dans le fil de bougie numéro 1. Que ce soit n'importe quel moteur, c'est toujours le cylindre numéro 1. Donc, ce qu'il faut faire, c'est repérer sur votre moteur, la Ford. Le cylindre numéro 1, il est là-bas, côté passager à l'avant. Les Chevy, c'est l'autre côté. Donc, on se met sur le cylindre numéro 1 et ça va nous donner, la lampe va capter le moment où il y a l'étincelle. Donc, la dernière fois, pour ceux qui suivent, j'avais fait un petit montage à l'établi pour vous montrer l'étincelle, justement. Donc là, maintenant, je vais vous montrer comment on règle pour que la voiture tourne bien et que ça soit efficace. Alors, il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte. C'est pour ça qu'il y en a qui disent « J'ai réglé mon allumage au bon degré constructeur, la voiture ne marche pas. » Oui, mais si le moteur est fatigué ou si le carbu est mal réglé, elle ne marchera quand même pas bien. Donc c'est vraiment pour que la mise au point, ça soit vraiment une osmose de tout en même temps. Que ce soit
la première chose à faire, c'est de vérifier l'état de santé du moteur. Essayer de régler un moteur qui est fatigué ou qui a des cylindres qui ne donnent pas, ça sert à rien, elle ne marchera pas. C'est le B.A.-ba, compression. Donc ça, on reviendra dessus. Compression moteur, donc quand les compressions sont bonnes, ce qui est le cas sur celle-là, on a vérifié, elles sont très très bonnes. Donc on sait que nos compressions moteurs sont correctes, on avance sur le reste et ensuite on bouge à l'allumage, donc on vérifie les composants, les fils, les bougies, ça c'est le B.A.-ba, c'est la première étape. Si tout ça c'est en bon état, l'état du rotor, de la tête, les rupteurs s'il y a des rupteurs et ou le capteur magnétique si c'est un allumage électronique. Donc là non, c'est un allumage à rupteur, d'ailleurs je peux vous montrer. On va vous montrer. Donc là, allumage à rupteur. Alors, la dernière fois, on avait fait un petit sujet sur les allumages et j'avais pas d'allumage à rupteur sous la main, parce que c'est rare. Évidemment, voilà, ce truc-là, il est dur. Toujours hein, le petit côté carmouze qui ressort. Au bout de 10 secondes, je meuble, t'inquiète pas. Voilà, donc là, on peut voir à l'intérieur de la tête, on a le rupteur, le breaker. Donc, et le petit condensateur. Donc ça, c'est les deux éléments qui nécessitent quand même de l'entretien. Bon, il y en a plein qui disent « Ouais, l'allumage à rupteur, ça marche pas, faut mettre électronique, c'est sûr et tout. » Non, ça marche bien, c'est juste que ça nécessite un petit peu plus d'attention qu'un allumage électronique. Il faut régler l'écartement de nos points de contact qui sont ici. Donc la cam, bon, bah là, il faudrait le faire tourner, là, on peut voir. Et à chaque fois que la cam tourne, ça arc et ça commande la bobine. Et ça envoie l'étincelle, en fait, en rythme avec le moteur. Donc ça, l'écartement des points de contact, il y a une valeur. Bon, je ne la connais pas de tête sur les Mustangs, malheureusement, désolé. Les devoirs ont été mal faits. Mais ça se trouve facilement sur le... Donc ça, on regarde l'état de ces rupteurs, voir s'ils ne sont pas complètement brûlés, complètement usés et de travers. Si les surfaces sont bien plates et que c'est propre, on peut les nettoyer avec un petit coup de papier très léger. Et puis après, on se met sur la cam et on voit l'écartement qu'on a au rupteur et on règle avec un jeu de cale en bougeant ces vis-là pour avoir l'écartement requis. Et c'est tout. Il n'y a pas besoin de dire oh, c'est tout un truc. Bon, l'allumage électronique, il n'y a rien à faire. C'est dedans, ça marche, terminé. Jusqu'à ce que ça brûle et que ça ne marche plus. Voilà. Mais ça reste fiable. Hein. Les allumages de rupteurs, si c'est entretenu régulièrement, ça fonctionne très bien. Les voitures en étaient équipées à l'origine et il n'y a jamais eu de problème auparavant. Hein. Donc, la preuve, c'est que 50 ans plus tard... Celle-ci, l'on est équipée, vous allez voir, elle démarre très bien, il n'y a aucun problème. C'est vraiment... ça marche, quoi. C'est juste que ça nécessite un petit peu d'entretien, un petit peu d'attention supplémentaire par rapport à l'allumage électronique. Donc là, ils ont été tordre la papate, elle est super dur à mettre et à enlever. J'ai besoin de l'avoir, donc je vais la forcer. Voilà. Voilà, on vérifie que sa tête est bien centrée. On a un petit ergot, donc la tête doit être bien dedans. Et donc là, toujours bien vérifier que ces fils... Donc là, celle-là, j'avais vérifié à l'avance, mais tous les fils, c'est neuf, bougies, tout ça, c'est neuf. Et donc, dernière étape, c'est de boucher cette vis-là. Donc moi, ce que je fais, avant de commencer son réglage, donc là, on va régler l'avance initiale, c'est-à-dire que c'est l'avance de base au ralenti. Donc là, la valeur chez Ford donne 6 degrés. Il te donne 6 degrés d'avance initiale. Et donc, pour avoir l'avance initiale, on ne doit pas avoir la capsule à dépression, donc l'avance à dépression branchée. Donc on la débranche. Moi, ce que je fais, je la débranche et je la plug là à la place du filtre à air, généralement. Voilà, comme ça. Comme ça, il n'y a pas de perte de dépression. Et puis après, on va démarrer le moteur et on va lire la valeur qu'on a dessus. Donc là, 6 degrés, c'est ce que donne le constructeur. Aujourd'hui, avec les carburants qu'on a actuellement, on peut mettre un peu plus d'avance. Généralement, je mets plus à 10 degrés. Okay. 10 degrés, c'est une valeur qui me paraît correcte. Et encore une fois, ça dépend de l'état de santé du moteur, ça dépend de l'état du carburateur, ça dépend le type de cam et de compression que le moteur produit et où est équipé. Donc là, c'est complètement stock. Donc de 6, on peut passer à 10. La voiture a un petit peu plus de pêche, elle démarre mieux. Au plus on met d'avance, au mieux c'est. Et au bout d'un moment, si on met trop d'avance, bah, c'est trop. C'est trop d'avance. Donc la combustion se fait avant que le piston soit au point mort. Et c'est là où on entend le fameux cliquetis, la détonation. La voiture se met à pinguer. C'est-à-dire qu'on accélère à fond, on entend un bruit qui est bizarre parce que la combustion se fait pas au bon moment. Et pareil, si on met trop tard, bah, c'est pareil. Donc il faut que ça soit réglé pile poil. Donc là sur la Mustang, on va mettre 10 degrés, je vais vous montrer comment on fait. Donc là j'ai débranché ma petite capsule à dépression que j'ai mis là et j'ai desserré la vis qui tient le distributeur au bloc moteur. Déjà ça c'est fait, afin qu'on puisse bouger notre allumeur ici et là. Jenny, viens, approche-toi. Tu me diras quand tu veux que je la mette en route. Voilà, s'il te plaît. Donc là on peut voir, c'est la petite vis qui est là pour desserrer l'allumeur. Et je me suis mis au point Moreau, donc sur la poulie de Villebrequin, c'est gradué. Donc là, on a les graduations d'avance à l'allumage. Et pour faciliter la lecture, je mets toujours un petit point de peinture rouge
au niveau du 0, donc au point moraux du cylindre numéro 1. Donc quand le pointeur qui est là, qui est ici, est en face du rouge, ça veut dire que le cylindre numéro 1 est pile au point moraux. C'est le point moraux. Donc ce que nous on va faire, c'est qu'on va s'arranger pour que l'allumage se fasse 10 degrés avant que le moteur soit au point moraux. Et ça, pour pouvoir le lire, il faut la fameuse lampe stromboscopique. Donc la lampe stromboscopique, l'induction est déjà branchée, donc ça, il n'y a pas de problème. Sur le cylindre numéro 1, elle est là. Alors attention, si vous avez, il y a un sens pour la lecture, donc sur la pince, il y a marqué, il y a une petite flèche, et ça doit suivre le sens du courant. Donc là, le courant part du distributeur et va à la bougie. Donc on met la petite flèche vers la bougie, toujours. Sinon, ça ne marche pas comme il se doit. Ensuite, on a la petite borne de plus, qu'on vient mettre sur sa batterie au plus et le moins. Donc rien de plus simple. Et après, on a la lecture ici. Donc là, on a le voltage de la batterie. Donc ça, c'est la lampe fancy, parce que bon, après toutes ces années de métier, je me suis fait plaisir. Je me suis acheté une belle lampe Strombo digitale. Et puis, notre ami Charlie va démarrer l'auto. C'était son petit cadeau de J'ai Noël. l'impression d'être en techno ou physique-chimie, mais Eh ben alors. plus 12 là. Non. Allez, vas-y, démarre Charlie. C'est bon, je démarre. Donc la voiture, pour régler l'allumage, une mise au point, ça se fait moteur chaud. Donc on doit laisser quand même tourner la voiture, qu'elle soit à température, que le choke soit ouvert et que tout le moteur soit à température de fonctionnement. Toujours faire un réglage à chaud. Donc celle-là, je l'ai fait tourner à l'avance, elle est warm comme on dit, et donc je l'ai laissé tourner. Donc là on peut voir sur ma lampe, j'ai le régime moteur qui est à 700 tours, c'est correct. Toujours mes 13 volts, donc ça veut dire que mon alternateur fait bien son taf. Donc ensuite je vais dans le mode réglage degré. Donc là elle est à 0 et elle va afficher, donc ça c'est une lampe, moi la mienne est une lampe à déphasage, c'est plus simple pour les réglages. Une lampe standard, elle va juste clignoter au point mort 0. Et après il faudra aller lire les graduations sur la poulie pour aller chercher les 10 degrés. Donc c'est gradué sur la poulie et il faudra aller venir chercher les 10 degrés. Donc ça marche de la même façon. La lampe à déphasage, l'avantage c'est que moi je vais lui mettre 10 degrés et elle va venir se mettre directement au point rouge, au point moraux. Donc c'est plus précis une lampe à déphasage. Je préfère travailler avec la lampe à déphasage. Donc là vous voyez, bon ça aussi, mais grosso modo on est devant le point moraux à 10 degrés. Donc c'est bien le réglage que j'avais fait. Et si je bouge l'allumeur, je vais lui augmenter un peu d'avance. On voit que le point rouge lui se déplace. Voilà. Le ralenti accélère aussi. Donc là, pour voir combien j'ai de réglage, je vais augmenter mon déphasage. Et là, voilà, je me retrouve à quasiment 20 degrés, 18 degrés, 19 degrés. Ce qui est beaucoup trop. Là, la voiture risque de pinguer quand on va accélérer plus fort. Mais on voit que le ralenti, elle va mieux démarrer. Le ralenti est plus haut, mais en charge, le moteur ne fonctionnera pas comme il se doit. Donc le medium, le happy medium, c'est 10 degrés. Donc on revient un peu en arrière. Il faut aller tout doucement, on tourne son distributeur tout doucement, jusqu'à temps qu'on arrive devant le petit repère rouge que j'ai fait au préalable. Allez, hop là. Voilà, on est à peu près devant. On est à 10 degrés. Donc ça se promène un peu, mais ça ne devrait pas être mal. C'est un happy medium. Donc voilà, ça c'est le réglage de l'avance. Donc là on peut voir le réglage de la voiture fonctionne très bien. Et après, alors ça c'est le réglage initial. Et après j'arrête le jargon technique parce qu'ils vont tous s'endormir. Un dernier point de vérification, c'est le réglage total. Donc là on va voir l'avance totale quand je branche ma capsule à dépression et avec mes maslottes centrifuges, combien j'ai d'avance au total. Donc sur une Mustang, c'est 33 degrés. Donc là on rebranche la capsule. Donc là comme ça mon avance à dépression va se mettre en route quand je vais accélérer. Je mets 33 degrés sur ma lampe à phasage. Voilà. Donc là on peut voir, on est complètement à la masse. Et là je vais la faire monter à environ 3000-3500 tours. Et elle devrait se caler à 3500 tours. Et puis devant. Donc l'avance totale, 33 degrés, c'est parfait. On est parfait. Donc là l'avance réglée pour de bon. Tu peux couper Charlie. Voilà. Formidable. Ça fait beaucoup d'informations en très peu de temps, je sais pas. Même moi, je me suis voilà, surpris. Enfin, voilà, ça c'est le réglage d'avance, donc ça a l'air super compliqué, super inaccessible, mais c'est assez simple en fait. C'est juste mettre le doigt, enfin. Ce qui est dur, c'est le calage du distributeur par rapport au moteur. Mais ça, on y reviendra sur un autre épisode. Très bien. Voilà. Et donc voilà, donc pour vous parler un tout petit peu plus de cette voiture, donc celle-ci, donc c'est une 68 California Special. Koji, donc avec le 302 d'origine, donc c'est les dernières produites de l'année 68, et elle a une boîte mécanique 4 vitesses. Donc vous avez une 289 boîte auto là-bas avec une peinture absolument magnifique,
Vous avez la possibilité d'avoir celle-ci qui a une peinture qui est plus ancienne, qui présente un petit peu moins bien, mais qui est dans un coloris différent et en 302 boîte méca. Donc vous voyez, il y a de quoi faire. N'hésitez pas à nous envoyer un message. Celle-ci sera plus abordable que l'autre qui est vraiment un niveau un état de finition qui est très très beau. Celle-ci est sympa. Nous avons le Marty Report de celle-ci. D'origine, elle était Highland Green. C'est-à-dire que c'est une voiture qui était de la couleur de la fameuse la voiture de Stevie, de Steve, notre ami Steve McQueen. Voilà, donc la voiture était Highland Green avant et donc un peu comme la voiture d'Eric. Hein. Voilà. Dans les années peut-être 2000, quelqu'un s'est dit « Oh, le vert, non, c'est pas à la mode. Ce film, je ne le connais pas, ça ne m'intéresse pas. Je la peins en rouge. » Voilà. Donc voilà cette caisse. Pour le reste, elle est d'origine. Toit vinyle noir, intérieur noir, boîte mécanique. Voilà. Très belle caisse. Quelques questions pour toi, Alex. Oui. Alors, des questions. Alors, attends. Alors, comment est-ce possible de voir le nombre de tours sur le strobe? Bah, sur la lampe Strombo, il y a le contour. Donc, lui, la lampe fait le calcul. Alors, elles ne le font pas toutes. Hein. Moi, j'ai pris la Rolls-Royce de la lampe Strombo parce que je m'en sers tous les jours. Donc, là, l'avantage, c'est que toutes les infos qui sont dessus. Et en fait, le capteur induction sur le premier cylindre capte le régime moteur. Et en fait, elle calcule le nombre de tours minutes, en fait, tout simplement. Quoi. Donc c'est la lampe qui fait le boulot. Quoi. C'est pour ça que j'ai l'info contour dessus. C'est le strobe sur le cylindre 1 et c'est la lampe qui fait le calcul. Donc il y en a des très, très simples, très basiques. Il y a des lampes à déphasage mécanique avec un bouton qu'on tourne pour déphaser. Et il n'y a pas d'info dessus. Donc bon, après, nous, c'est notre métier. Donc il nous fallait du vrai matériel. Après, si c'est juste pour la régler occasionnellement, une bête lampe standard, et on le lit sur la petite fenêtre, ça suffit. Quoi. Mais bon, généralement, l'allumage, une fois qu'il est réglé, alors quand on change l'érupteur, le condensateur, vaut mieux vérifier l'avance au même moment. Comme ça, on fait un petit check-up de l'allumage en même temps. Quand on a un allumage électronique, généralement, l'avance, il est réglé, ça ne bouge pas. Quoi. Ça n'a pas besoin d'être réglé. Quoi. À moins d'y toucher, d'avoir à le démonter, l'avance, une fois qu'elle est réglée, elle est réglée. Quoi. À moins qu'on change de carburant. Là, si tu mets un carburant à un 10 d'octane supérieur, là, tu peux mettre plus d'avance et plus de performance. Exactement. Très bien. Alors, merci pour toutes ces informations, mon cher ami. On va remontrer pour les personnes qui sont arrivées en cours de live. Jenny, on va se remettre devant notre Cobra et notre Shelby qui sont les stars de la semaine. Et puis, voilà. On a toujours, donc, on n'a pas énormément de voitures en stock. Je sais qu'on nous demande souvent quel est votre catalogue, etc. Nous, on n'a pas de catalogue. On a des voitures en stock qui, en général, se vendent assez vite, et que ce soit les projets ou les voitures qu'on a déjà. Donc, en fait, là, en ce moment, nous avons les deux California Special, la Cougar, voilà, qui sont les voitures. Ensuite, on a le van GMC qui a ses 5 pneus neufs qu'on va aller chercher tout à l'heure. Chez le marchand de pneus. Avec tous les joints, on a changé aussi tous les joints, etc. Donc là, c'est pareil. Donc ça, c'est un pare-brise neuf, tous les joints de vitraux, tous les vitrages. Ouais, le vitrage, ouais. Vitrage. Ouais. Tous les latérales. Voilà, etc. tout ça, ça a été fait. Ce qui est un gros boulot là-dessus. Ça ne paraît pas, mais c'est un gros boulot parce que les joints, tout ça, c'est fait sur mesure parce que c'est des trucs de vannes de conversion. Ouais. Donc pareil, ils avaient cassé un petit carreau, ils avaient remplacé avec un bout de plastique, ce qui était tout à fait inacceptable. Donc on a fait mettre un morceau de verre sur mesure sur cette petite fenêtre ouvrante du truc du van. Donc c'est un très beau van et il va être de retour très bientôt. Donc avis aux amateurs de la même manière. Ok, très bien. Alors je vais finir avec deux choses. Premièrement, Rallye du Cœur, comme vous le savez, équipage numéro 155, c'est l'équipage Socal Franchise. Malheureusement, on vient d'apprendre très récemment que cette année, enfin en tout cas pour cette édition, à cause du coronavirus, les enfants malades ne pourront pas monter dans les voitures. Donc en fait, nos amis du Rallye du Cœur et de l'association du Rallye du Cœur, ils ont trouvé une solution pour représenter les enfants. Et il y aura quand même l'édition du Rallye du Cœur, mais pour des questions de sécurité et pour éviter que les enfants puissent être contaminés, ils ne pourront pas monter dans les voitures. Donc c'est une édition qui malheureusement ne sera pas aussi formidable qu'on aurait voulu. Cela dit, les dons vont quand même aider. Voilà, les dons, déjà, donc il y a eu beaucoup de dons, donc ça c'est une très bonne chose et on vous remercie tous. Deuxièmement,
le principe, si tu veux, d'aide, etc., ça reste quand même la base première de ça. Et donc, même si pour l'instant, il y a cette petite frustration et qui nous embête tous, j'espère que pour l'édition de Nantes, qui sera le 4 octobre, tout ça sera revenu en ordre et que les enfants pourront monter. Mais voilà, c'était une petite parenthèse pour vous dire que chaque semaine, on pense à vous en tout cas et continuer à soutenir l'équipage 155. Nous allons déterminer du coup dans ces conditions-là, nous non plus, avec la fermeture des frontières, nous avons eu confirmation que malheureusement nous ne pourrons pas être sur place, ce qui signifie que nous allons nous faire représenter. On est en train de travailler là-dessus. Voilà, c'était la petite parenthèse pour le Rallye du Cœur. Okay, c'est un truc qui est très important, qu'on veut absolument suivre toutes les semaines. Ensuite, les habits, les t-shirts, etc., les casquettes, tout ça, c'est en production. On va bientôt recevoir les prototypes des casquettes avec notre ami Alex de l'American Dream Shop. Il y a tellement de Dream et d'American et de machin, parfois Tu perds le fil. Je perds le fil. Donc, American Dream Shop à Dijon. Donc Alex nous a envoyé les prototypes. Donc on va recevoir ça. Tout ça, c'est en cours. Et puis voilà. Hein, je pense qu'on a un peu fait On a fait le tour, mon ami. On vous demande, s'il vous plaît, comme on vous a demandé en début de live, au moment où le live commence, vous mettez sur partager. Comme ça, eh bien, nous allons pouvoir avoir une audience qui s'étend et ça va nous donner non seulement une motivation supplémentaire, pour vous faire un contenu à chaque fois plus complet. Voilà. Ok. On va vous faire aussi les lives en extérieur dès que les car shows reprennent. Donc ça, c'est un truc qu'il faudra suivre aussi parce que vous allez voir du palmier, de la super caisse. On va changer vraiment du côté aspect garage et technique que vous pouvez voir ici. On va plus être dans le lifestyle californien que vous aimez tous et que bien sûr nous on adore aussi. Et puis voilà. Et puis on continue et continuez à nous suggérer les choses que vous voulez voir. N'oubliez pas que c'est aussi votre émission. Voilà. Jérém, on vient dire au revoir. L'historien. Et bon week-end à tous. Bon week-end, merci beaucoup encore une fois d'avoir regardé ce live avec nous. Et puis on vous souhaite all the best. Continuez à faire attention, gestes barrières, etc. Gestes barrières. Ben oui. Toujours 3 quarts face. 2-3 quarts face.